C'est un cas clinique sur le glaucome. Il s'agit d'une patiente qui est née en 1959. À l'examen, on trouve une pression intraoculaire de l'œil droit 18 mm de mercure, l'œil gauche 20 mm de mercure sous trithérapie. L'épaisseur cornéenne normale, l'angle est ouvert, une exfoliation discrète qu'on retrouve avant dilatation juste avec un aspect mité des bords pupillaires, les cristallins sont clairs. On fait, donc avant de vous montrer le long médiatique, je vous montre l'OCT, donc qui montre quand même des déficits qui sont importants au niveau du RNFL en supérieur et en inférieur, au niveau de l'œil droit, mais aussi au niveau de l'œil gauche, avec, comme vous le voyez, donc, des excavations qui sont assez importantes. Et puis donc, le CCG qui est concordant, avec des déficits essentiellement en inférieur, au niveau de l'œil droit, là au niveau de l'œil gauche, en inférieur et en supérieur. Et là, je vous montre le non médiatique, comme vous pouvez le voir. Je sais pas, il y a un pointeur, s'il vous plaît. Donc, vous voyez donc l'excavation qui a un grand axe horizontal avec un léger rejet nasal. Et puis, quand on regarde, donc les fibres nerveuses rétiniennes, vous voyez donc un déficit important des fibres nerveuses rétiniennes, donc qui a un aspect fasciculaire, donc et qui s'étend vers la macula. Et puis quand on analyse la papille, on voit donc qu'il y a quand même une encoche qui est inférieure, qui est juste en face de ce déficit inférieur. Ça, c'était l'œil droit. Et puis quand on passe au niveau de l'œil gauche, ben, on retrouve pas notre... Pardon, c'est bien ça. On retrouve notre déficit qui est un peu plus large en inférieur, avec l'encoche qui va avec. Vous voyez donc même la déviation du vaisseau, et puis une petite hémorragie parapapillaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette hémorragie parapapillaire? C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Ici, donc, c'est 3 mois plus tard. Donc, on revoit la patiente. Donc, l'œil droit, ça n'a pas beaucoup changé. L'œil gauche, c'est exactement la même patiente. Donc, on retrouve un petit peu l'hémorragie qui est en train de disparaître. Et puis, le déficit qui est, on peut dire, qui est devenu un petit peu plus large. Et lorsque l'on compare donc les relevés de champ visuel, ça c'est l'œil droit, donc on a une quasi-stabilité, les déficits sont assez importants, et puis quand on voit les 10-2, donc d'où l'intérêt souvent de faire des 10-2, on voit quand même qu'il y a des déficits importants dans la région paracentrale et qui peuvent avoir une menace sur le point de fixation, comme on peut le voir sur les cartes de déviation individuelles. Je passe sur l'œil gauche. Juste pour vous montrer, donc, quand on compare ces relevés de champ visuel, on remarque donc quand même qu'il y a une progression qui est importante. Ici, quand on analyse la tendance, ici, la tendance en événement, nous avons quand même des déficits qui sont apparus au niveau de la région paracentrale, qui sont confirmés par un triangle plein. Ça veut dire qu'ils ont été confirmés sur 3 relevés successifs. Et puis, ici, donc, on voit qu'il y a quand même une baisse du VIFI d'une manière qui est significative. Et puis, ce qui est important sur ces relevés, c'est de voir qu'il y a l'apparition d'un scotome paracentral sur l'œil gauche, justement l'œil où il y a eu l'hémorragie parapapillaire. Donc, c'est pour dire que ces hémorragies parapapillaires sont importantes à rechercher. Ça souligne l'intérêt de faire des noms médiatiques pour les retrouver. Ils sont généralement fugaces. Et puis, c'est un signe important. Ils peuvent être sous forme de flammèche, comme on vient de le voir, donc sur l'anneau rétinien, sur le bord de la papille en juxtapapillaire. Ils sont généralement situés en temporale supérieure, en temporale inférieure. Ils sont généralement uniques, mais parfois ils peuvent être multiples. Plutôt, ils ont une direction radiaire, mais ils peuvent avoir d'autres directions, et ils peuvent récidiver dans le même secteur.
Il peut y avoir des localisations atypiques en nasal, dans le champ rétinien, parfois sous forme d'hémorragie diffuse superficielle, parapapillaire ou profonde, et même des hémorragies à l'intérieur de l'excavation elle-même, au niveau de la lame criblée. Maintenant, la signification de ces hémorragies parapapillaires, au fait, ça signifie que l'excavation, elle est en train de grossir d'une manière rapide. Et la circulation, les vaisseaux ou les capillaires qui sont juxtaposés, qui sont juste à côté, n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de s'adapter à cette nouvelle configuration de l'excavation. D'où la rupture, d'où un espèce d'infarcissement, une rupture microvasculaire qui va donc être brutale et qui est due à ce dommage structurel. Ces hémorragies, donc, c'est le signe d'une neurodégénérescence rapide. Il signe l'aggravation du glaucome. Elle va précéder cette aggravation et elle va l'accompagner. Pourquoi précéder? Parce que c'est justement le grandissement de l'excavation qui va être à l'origine de l'hémorragie et le processus, elle est en continu. Et puis, c'est le seul signe de progression que l'on puisse repérer lors d'un seul examen, d'un examen isolé. Si on veut suivre un patient qui a un glaucome, une hypertonie oculaire, j'ai quasiment terminé. Oui, excusez-moi. Si on veut suivre la progression chez un patient glaucomateux, il nous faut plusieurs champs visuels ou plusieurs OCT pour savoir s'il progresse ou pas et si cette progression est rapide ou non. Là, avec juste un seul examen, nous savons que c'est un patient qui progresse et c'est un patient qui progresse rapidement. Donc, il va falloir agir d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus agressive pour réduire sa pression intraoculaire. Juste pour vous montrer d'autres images que l'on a sur des hémorragies parapapillaires, ici dans la partie supérieure, ici une petite hémorragie sur une grosse excavation. Ici, une hémorragie encore plus importante qui s'étend au niveau rétinien sur les deux yeux. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.